Il y a quelque chose de fondamentalement troublant dans ce tableau. Pas troublant comme un sujet macabre, troublant comme la distance entre ce que vous voyez, une femme d'une beauté absolue flottant parmi les fleurs, et ce qu'il a fallu faire pour obtenir cette image, ce qu'il a fallu faire à une personne réelle. Ce tableau s'appelle Ophélie. John Everett Millais l'a peint entre 1851 et 1852. Il est aujourd'hui à la Tate Britain de Londres. Et derrière lui se trouve l'une des histoires les plus troublantes de toute la peinture victorienne. Voici ce que vous voyez. Une jeune femme, allongée dans un cours d'eau peu profond, les bras légèrement écartés, les paumes tournées vers le ciel. Sa robe brodée flotte autour d'elle, ses cheveux roux se déploient dans l'eau. Ses yeux sont entr'ouverts, ses lèvres légèrement séparées. Elle chante peut-être encore, c'est ainsi que Shakespeare décrit la mort d'Ophélie dans Hamlet, chantant jusqu'à ce que ses vêtements s'alourdissent et l'entraînent vers le fond. Tout autour d'elle, des fleurs, des roses, des violettes, des coquelicots, des pensées, des orties, de la reine des prés. Chaque détail est peint avec une précision botanique extraordinaire. C'est l'une des toiles les plus belles et les plus méticuleusement réalisées de toute l'ère pré-raphaélite. C'est ce que vous voyez. Mais comment cette image a été obtenue est une toute autre affaire. Londres, 1851. John Everett Millais a 22 ans. Il est membre fondateur de la confrérie pré-raphaélite avec Dante Gabriel Rossetti et William Holman Hunt. Leur programme est radical pour l'époque. Rejeter la peinture académique telle qu'elle s'était développée depuis Raphaël. Revenir à la précision naturelle, à la couleur pure, à la vérité des détails. Millais est considéré comme le plus doué d'entre eux, peut-être le plus doué de sa génération. Il a déjà été admis à la Royal Academy à 11 ans, le plus jeune élève de son histoire. Pour Ophélie, Millais commence par le fond. Il passe 5 mois à Ewell, dans le Surrey, à peindre le cours d'eau, les berges, les plantes, les reflets de l'eau sur les rochers. 5 mois. Allongé dans l'herbe humide, par tous les temps, en train de peindre des orties et des saules et des reflets d'eau avec la précision d'un botaniste. Ce n'est que quand le décor est achevé qu'il convoque son modèle. Son modèle s'appelle Elizabeth Siddal. Elle a 19 ans. Elle est couturière chez un modiste londonien quand Rossetti la découvre et la présente au cercle pré-raphaélite. Sa beauté est frappante. Les cheveux roux, les yeux verts, un visage que les pré-raphaélites vont répéter dans leurs tableaux pendant une décennie. Elle deviendra la muse principale de Rossetti, sa compagne, finalement sa femme. Mais en 1851, elle est encore la modèle de Millais. Pour peindre Ophélie, Millais lui demande de poser dans une baignoire. Une baignoire remplie d'eau, chauffée par des lampes à huile disposées en dessous. Siddal doit rester allongée, immobile, habillée de sa robe brodée, dans l'eau, pendant des séances qui durent plusieurs heures. C'est l'hiver londonien. Les lampes s'éteignent, l'eau refroidit, Millais peint. Elisabeth Siddal reste dans l'eau froide parce qu'elle ne dit rien. Ce qu'elle ne dit pas, ce que Millais n'entend pas ou choisit de ne pas entendre, c'est que le froid devient dangereux. Elle contracte une pneumonie grave. Son père, furieux, menace Millais de poursuites judiciaires pour négligence. Millais paie les soins médicaux. Il n'y a aucune trace d'excuse dans sa correspondance. Dans les lettres qu'il écrit à cette période, il se plaint des conditions météorologiques difficiles et de la lumière insuffisante. Elisabeth Siddal pose dans une baignoire d'eau glacée en hiver jusqu'à la pneumonie grave. Millais obtient sa toile. Elle guérit. Et pendant les années suivantes, elle devient la compagne de Rossetti, la femme dont les pré-raphaélites ne peuvent pas se passer. Le visage qui se répète dans tous leurs tableaux. Toujours dans une pose de langueur ou de souffrance, toujours avec cette expression de quelqu'un qui regarde au-delà de la scène. L'historienne d'art Jan Marsh, qui a écrit la biographie la plus complète d'Elisabeth Siddal, a noté que son rôle dans le cercle pré-raphaélite n'a jamais été simplement celui d'un modèle. Elle peignait elle-même, elle écrivait des poèmes. Mais c'est dans les baignoires et sur les divans que sa contribution a été la plus documentée. Les fleurs autour d'Ophélie ne sont pas décoratives. Chacune est choisie et placée avec une intention symbolique précise tirée directement du texte de Shakespeare et de l'iconographie de la botanique symbolique du XVIIe siècle. Les violettes. Dans le langage des fleurs, hérité de la tradition élisabéthaine,
Les violettes signifient la fidélité, mais aussi, dans le discours de Shakespeare lui-même, la brièveté, la mort prématurée. Ophélie distribue des violettes dans la pièce, mais dit qu'elles ont toutes fané à la mort de son père. Les coquelicots. Dans l'iconographie funéraire des XVIIe et XVIIIe siècles, le coquelicot rouge est le symbole du sommeil profond qui mène à la mort. Le même usage symbolique qui persistera dans les mémoriaux des soldats tombés 2 siècles plus tard. Les pensées. Leur nom anglais, pansy, vient du français penser. Dans le langage des fleurs de la période élisabéthaine, elle signifie la mémoire des absents, le souvenir d'un amour perdu. Ophélie, dans Hamlet, dit explicitement « There's pansies, that's for thoughts ». Les orties. Pas de signification mystique. Les orties poussent dans l'eau. Millet les a peintes parce qu'elles étaient là, dans le cours d'eau d'Ewell. C'est la précision naturaliste qui prime sur la symbolique. Rossetti et Sidal se marient en 1860. Ce ne sont pas des années heureuses. Sidal est malade de façon chronique, le diagnostic de l'époque parle de tuberculose ou d'anorexie, probablement des deux. Elle perd un enfant mort-né en 1861. Elle prend du laudanum pour le deuil, pour les douleurs, pour tout. En février 1862, Rossetti rentre le soir pour trouver Élisabeth inconsciente dans leur chambre. Elle meurt cette nuit-là d'une overdose de laudanum. Elle a 32 ans. Rossetti, accablé de deuil, prend le cahier de ses poèmes manuscrits et le place dans le cercueil avant d'enterrer Élisabeth. C'est un geste de deuil, une offrande. Ses poèmes enterrés avec elle. 7 ans plus tard, en 1869, Rossetti change d'avis. Il fait déterrer le cercueil d'Élisabeth Sidal pour récupérer ses manuscrits. Avec l'autorisation légale, le cercueil est ouvert de nuit dans le cimetière de Highgate. Les témoins rapportent que ses cheveux roux avaient continué à pousser dans le cercueil et remplissaient l'espace autour d'elle. Rossetti publie ses poèmes en 1870. Il rencontre un succès considérable. Il y a un détail dans Ophélie que peu de visiteurs remarquent au premier passage. Dans le coin supérieur gauche de la toile, presque noyé dans les détails botaniques, Millet a peint un crâne d'oiseau sur une branche. C'est un détail infime, difficile à voir à l'œil nu. Mais c'est une vanité, le symbole iconographique classique de la mort imminente, hérité des natures mortes hollandaises du XVIIe siècle. Millet a suivi toutes ces règles naturalistes et a glissé, dans le coin du tableau, le symbole le plus conventionnel de la mort. Comme si la beauté de la scène ne suffisait pas à dire ce qu'elle disait. L'historien d'art Allen Staley, dans son étude exhaustive de la peinture pré-raphaélite, a noté que ce crâne d'oiseau est la seule concession conventionnelle dans un tableau par ailleurs révolutionnaire dans sa méthode. Millet avait besoin de signer la mort, pas seulement de la montrer. John Everett Millet a 68 ans quand il meurt en 1896. Entre Ophélie et sa mort, il est devenu l'un des peintres les plus prospères et les plus honorés d'Angleterre. Anobli, président de la Royal Academy, couvert de commissions officielles, il a peint des portraits de la haute bourgeoisie victorienne, des illustrations pour des romans, des scènes de genre sentimental. Son tableau Bubbles, représentant un garçon soufflant des bulles de savon, a été racheté par le fabricant de savon Pierce pour en faire une affiche publicitaire. L'une des premières grandes campagnes publicitaires de l'histoire anglaise. Le peintre, qui avait passé 5 mois dans l'herbe humide à peindre des orties pour obtenir la vérité de la nature, a fini sa carrière en vendant son image la plus célèbre à une marque de savon. Millet a peint une femme mourante avec une précision absolue. Pour obtenir cette précision, il a fait flotter une femme réelle dans une baignoire froide jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Il a peint chaque fleur, chaque reflet, chaque pli de robe, avec une exactitude qui fait tenir le souffle. Et au moment de créer son chef-d'œuvre, il n'a pas regardé ce que son modèle vivant ressentait. Il a regardé la toile. Ophélie est une image de la mort qui a failli coûter la vie à la femme qui l'a rendue possible. Élisabeth Sidal a survécu à la baignoire, puis à Rossetti, puis à tout, jusqu'à ce qu'elle ne survive plus. Elle est morte à 32 ans, ses poèmes enterrés avec elle, ses cheveux continuant à pousser dans un cercueil. Le tableau, lui, est toujours là. Il est l'une des œuvres les plus visitées de la Tate Britain.